Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Premier ministre multiplie les rencontres avec la classe politique. Après l'UFR, Ibrahima Kassory Fofana a rencontré ce lundi Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. Comment expliquer cette démarche du Premier ministre? De quoi a-t-il été question au cours des discussions? Élément de réponse dès le début de ce journal. La gestion des ordures, une véritable préoccupation en Guinée. À l'approche des grandes pluies, les citoyens encourent de graves risques d'inondation qui font souvent des victimes. Djibril Ba a rencontré des citoyens à cet effet. Réaction à suivre également dans ce 22h. Enfin, au Ghana, la croissance économique n'indique pas l'immigration. De nombreux candidats au départ ne se démotivent pas. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Le chef du gouvernement poursuit sa tournée dans les principales forces politiques du pays. Ce lundi, Ibrahima Kassory Fofana a été reçu par le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition. Les échanges ont porté sur l'actualité sociopolitique, notamment la relance du dialogue politique. Idrissa Bari, Amara Alex Silla. Il est 10h25 quand le véhicule du Premier ministre a fait son entrée dans l'enceinte du quartier général de l'Union des forces démocratiques de Guinée. À sa sortie de la voiture, Dr Ibrahima Kassory Fofana a été reçu par le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Après quelques poignées de main, les deux hommes se dirigent dans la salle pour un entretien. Pendant près d'une heure, les deux hommes ont parlé de la relance du dialogue politique bloqué depuis quelques semaines. Le chef de file de l'opposition a surtout insisté sur le rétablissement de la confiance entre le gouvernement et les acteurs politiques. Le dialogue conduit à un consensus, à un accord politique, comme c'est souvent le cas. Nous sommes souvent rendus compte qu'il n'y a pas eu d'effort du côté du gouvernement pour appliquer les dispositions des accords politiques. Donc j'ai invité mon ami, le Premier ministre, à faire en sorte que la confiance soit restaurée. Et la restauration de la confiance suppose le respect des contrats et de la parole donnée. Cette démarche de Dr Kassory Fofana s'inscrit dans sa mission constitutionnelle qui est de promouvoir le dialogue politique et social afin de garantir la paix. Dans les jours à venir, l'opposition républicaine va soumettre un mémorandum au chef du gouvernement dans lequel elle mentionnera ses griefs. Demande au gouvernement des efforts pour créer des conditions d'un dialogue sincère. Nous avons pris note de ces points de plainte. Nous avons pris note également de sa décision de nous saisir d'un mémorandum pour tous ceux qui bloquent ou risqueraient de bloquer le dialogue sociopolitique. Nous attendons cela avec impatience. Faut-il le rappeler, le dialogue politique est suspendu depuis quelques semaines suite au retrait de l'opposition du comité de suivi qui accuse le gouvernement de mauvaise foi et de sourde oreille par rapport à ses revendications liées aux élections communales du 4 février dernier. Il n'a pas voulu être au ministère de l'élevage et il est promu ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Oye Guilavogui, puisqu'il s'agit de lui, se réjouit de cette nomination et promet de relever les défis qui l'attendent. Malik Sandiana Kamara, Aboubakar Din Kamara ont rencontré le nouveau ministre d'État. Suivez. Le domicile privé du tout nouveau ministre de l'Environnement ne désemplit pas depuis sa nomination dimanche. L'ancien patron des ministères des Télécommunications et des Transports avait catégoriquement refusé de prendre le département de l'élevage dans le gouvernement Kassory Fofana. Une information qu'il confirme lui-même avec un sourire aux lèvres. C'est pas que les gens sont en train de partir. J'ai pas voulu aller à l'élevage. Pas parce que c'est pas un ministère. C'est pas parce que c'est pas un ministère qui est bon, non. C'est de la façon dont les choses se sont passées. Alors que Roger Patrick Milimono venait à peine de prendre fonction à la tête du ministère de l'Environnement, il s'est vu aussitôt remplacé par Oye Guilavogui pour être désormais ministre de l'élevage. Joint au téléphone, il nous confie juste que c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République.
Conscient de la complexité du domaine de l'environnement devenu de nos jours une préoccupation du monde, Oye Guilavogui veut compter sur ses collaborateurs. Je reste très confiant, sachant bien les cadres que je viens trouver. C'est des cadres qui sont très compétents, qui ont fait leurs preuves. Et je suis sûr et certain qu'ils vont m'accompagner pour qu'on puisse relever le défi de l'environnement. Aujourd'hui, c'est sur les bouts de lèvres, partout, quand on parle de la sécheresse, des actions, quand on parle aujourd'hui du fait que le climat pose problème dans tous les pays aujourd'hui. Oye Guilavogui a quitté le ministère des Transports à un moment où le Guinéen souffre du manque de moyens de transport public. Il précise. C'est moi qui ai arrêté les bus. Le train, c'est moi qui l'ai arrêté volontairement. Les dernières manifestations passées, on a perdu près de 34 vitres de notre train. C'est une sanction? Mais c'est une sanction. Selon Oye, son lien avec le président de la République est fondé sur le mérite et la confiance. Il faut dire que cette nomination d'Oye Guilavogui, qui avait pourtant refusé le ministère de l'élevage, suscite des réactions au sein de l'opinion publique, notamment sur la capacité de ce nouveau gouvernement à produire des résultats. Le condensé de ces réactions dans ce reportage signé Abdraman Ba El Haj Aliouba. Oye Guilavogui, un nom qui revient dans toutes les conversations depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Récemment nommé à l'élevage, l'ancien ministre des Transports a rejeté la proposition du chef de l'État. Le président de la République, contre toute attente, prend un autre décret, cette fois avec son accord, pour le confier au département de l'environnement, des eaux et forêts. Moi, ce que Oye a fait, moi, c'est bon. Le chef de l'État a peur pour Guilavogui. Je peux dire comme ça, il a peur. Parce que le moment on a nommé lui comme poste ministériel, il dit qu'il ne veut pas là-bas. Mais c'est plus la peine. Si ce dernier trouve la peur comme raison principale du choix présidentiel, cet autre trouve que ce acte annonce l'échec de ce nouveau gouvernement. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Dès lors que, et surtout le dernier acte qui vient de se passer là. Hein? Comment est-ce que tu peux nommer un ministre à un poste et dire non, moi je ne suis pas apte à gérer ce poste, mais plutôt il faut passer, il faut me mettre là. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas un bon cadre, il ne doit pas faire ainsi. D'après ce citoyen, le président a bien fait de revenir sur sa décision, car dans de tels contextes, il pourra se départir de toute responsabilité. Le chef d'État veut la réussite. Il veut prendre les gens par leur action. C'est toi qui l'as dit. Ah ok, je t'envoie là-bas. Il y a l'échec, tu es responsable. La gestion des ordures est une problématique qui laisse au pantois citoyens et autorités. À l'approche des grandes pluies, il y a de grands risques que de nombreux ménages en cours. Déjà, les premières averses ont fait des victimes la semaine dernière. Djibrilba Abdoulaye Kamara. Après le passage des premières pluies la semaine dernière, ces habitants se demandent à quoi ils peuvent s'attendre de plus mal. Victimes d'eux-mêmes, chacun a contribué à obstruer le passage de l'eau qui draine les immondices dans les caniveaux. Certains commencent à prendre conscience. Comment pouvez-vous imaginer, dans un secteur ou bien dans tout un quartier, vous n'avez pas une PME ou bien vous n'avez pas un endroit où de déchetterie, de dépotoir commun. Tout le quartier peut transporter les ordures pour venir les jeter. Dans ces quartiers, la gestion des ordures est loin d'être une préoccupation pour la grande partie des habitants. Quand l'insouciance et le mépris prédominent, rien ne peut persuader les Guinéens. Partout, le constat est alarmant. Exposé à des maladies aussi, vous-même voyez ça, c'est difficilement on respire même ici. La nuit, nous avons les moustiques qui nous piquent. Au grand mot, des grands remèdes, cette formule n'est pas du quotidien des citoyens. Encore moins des autorités en charge de l'assainissement et d'insalubrité. C'est une désolation que tout le monde exprime face à un manque de gestion efficace des ordures. Je vois ce marché désordonné. Donc, par rapport à ça, vraiment, c'est déplorable. Autrefois père de l'Afrique de l'Ouest, Conakry est l'une des capitales du continent les plus insalubres. De nombreuses initiatives ont connu leur échec aux grandes dames des Guinéens.
L'ancien directeur de la radio-télévision nationale Yamoussa Sidibé est attendu à Espace TV en juillet prochain. C'est l'annonce faite par le groupe Adafo Média. Il vient en tant que collaborateur, mais pas en tant que recrue. Il devrait animer son émission Archives de Guinée et apporter son expérience au personnel du groupe. Alseni Bari, Aboukorea Kourouma. L'annonce de la venue de l'ancien directeur général de la RTG à Espace TV suscite diverses interprétations. La direction générale a voulu apporter des précisions. C'est un partenariat, c'est une collaboration, ce n'est pas un recrutement. Donc cette collaboration stipule qu'il va non seulement donner du contenu audiovisuel donc, à Espace TV, qui va donc être diffusé sur notre antenne. Ensuite, c'est la formation. Il va être en contact avec les journalistes de la rédaction. Moi-même, je serai parmi ceux qui vont apprendre de lui parce que, encore une fois, je n'ai pas de complexe. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience et qui peut beaucoup nous apprendre. Fer de lance pour la création des médias privés en Guinée. Icône dans la présentation du journal et des émissions, Yamoussa Sidibé est un symbole dans le paysage médiatique. Et pourtant, cela n'a pas empêché la RTG, dont il reste un employé, de recuser ses émissions. Là, Aboubakar Sampari qui est décédé. Son émission n'a pas été diffusée. Papa Camara, le capitaine du Afia Club aussi, il est décédé, son émission n'a pas été rediffusée. Donc je me suis dit que certainement c'est une émission qui n'intéresse plus la RTG. Donc j'ai tendu la main à Lamine pour la diffusion de ces émissions-là. Une main tendue, bien saisie par le groupe Adafo Média, qui est à la recherche permanente de talents. Dès le mois prochain, l'homme est attendu sur la télé d'une autre planète. On a dit dès cet été, l'été c'est pendant les vacances, donc il faut s'attendre au mois de juillet pour avoir Yamoussa à l'antenne. Donc on est en train de peaufiner tout ça, les émissions sont déjà prêtes à la diffusion telle Archives de Guinée. Nous sommes en train de voir un petit peu ce qu'il va apporter de plus à part Archives de Guinée. Lamine Guirassi rassure, le boss de la télé reste Moussa Moïse Silla. Tout passe par lui. Cependant, il invite le personnel à une franche collaboration avec l'ancien directeur général de la RTG. Donc ce que j'attends de tous les collaborateurs, de tous les travailleurs du groupe Adafo Média, c'est une collaboration franche et directe avec Yamoussa Sidibé. Les gens diront un gros coup, oui, pour la chaîne, pour Yamoussa lui-même. Il sait pourquoi il vient à Espace. Loin d'être la RTG ou d'attirer tout le personnel de la RTG, le PDG du groupe souligne qu'Espace TV demeure dans son esprit critique, à la recherche de la bonne et la vraie information. Affaire Hafissatou Diallo, du nom de la Guinéenne assassinée à Abidjan dans des circonstances odieuses. Il y a quelques jours, l'enquête est en cours alors que le mari et les voisins sont en prison. La famille de la victime réclame le corps afin d'organiser les funérailles, mais sa demande n'a pas encore trouvé de réponse favorable de la part des autorités judiciaires ivoiriennes. Zakaria Kamara est allé rencontrer les Guinéens au palais de justice d'Abidjan. Suivez son reportage. On est là, on ne se retrouve pas. Parce que ce genre de crime, vraiment, c'est odieux. On ne sait même pas comment prendre la chose. Seulement, comme l'enquête est en cours, nous sommes là, on attend la procédure d'enquête. Seulement, on est venu pour pouvoir plaider auprès du procureur pour avoir le corps afin qu'on puisse inhumer la femme décédée. Elle était en parfaite harmonie avec tout le monde. Elle n'avait pas de problème avec quelqu'un. Avec tout le monde, elle était en parfaite harmonie. Le 26 samedi matin, j'ai été réveillé par un coup de fil m'annonçant l'assassinat de notre fille, Hafissatou Diallo. Et c'était terrible. On m'a expliqué qu'il fallait absolument que je vienne sur place pour m'acquérir des faits. Et quand je suis arrivé, les faits, comme on dit, c'était horrible, c'était terrible, c'était odieux. C'était vraiment odieux, puisque on l'a attaché les deux bras au dos, ses jambes, et on lui a fourré un foulard dans sa bouche pour ne pas qu'elle crie, et on a mis la télévision à fond pour ne pas que les gens entendent les bruits. Et sur son lit conjugal, on l'a égorgé comme un animal, en regardant
le lever du soleil, comme on a l'habitude d'immoler les animaux. C'était affreux, c'était vraiment affreux, il n'y a pas de qualificatif et on ne sait pas exactement la raison fondamentale de ce crime. Nous sommes au palais de justice d'Abidjan parce que ça fait exactement une semaine. Elle a été tuée le vendredi 25 et nous sommes aujourd'hui vendredi 1er. Le corps est toujours à la morgue à l'hôpital général d'Adjamé. Et la famille m'a contacté, demandé de voir dans quelle mesure le procureur peut nous donner le corps sans entraver les enquêtes, parce que nous souhaitons, et nous, et l'ambassadeur, son excellence, madame l'ambassadeur, souhaite que toute la lumière soit faite sur ce crime odieux. Donc nous sommes venus pour essayer avec la famille, les membres de la famille qui sont derrière moi, pour voir comment nous pouvons avoir le corps. Parce qu'il faut avoir l'accord du procureur et nous ne souhaitons pas, si ça n'empêche pas la vérité de rejaillir, nous ne souhaitons pas au nom de la famille faire l'autopsie. À l'occasion du mois de l'enfant, l'orphelinat Regina Marius, situé à Kipé, dans la commune de Ratoma, a réussi ce week-end un important lot de dons d'une ONG de la place. Un geste qui, selon les donateurs, est une manière d'apporter leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des orphelins guinéens. Reportage Ouminatou Sidibé, Abdoulaye Kamara. Ce don de l'ONG du but Project est essentiellement composé de vivres, des matelas, des lits et des couvertures. Par ce geste, la fondatrice de cette ONG créée en 2003 vient en aide aux enfants démunis de l'orphelinat Regina Marius. Elle exhorte plus d'encouragement afin de parvenir à ses fins. On vous demande de continuer à non seulement nous encourager, mais aussi encourager ces enfants et leur montrer qu'ils peuvent devenir de futurs leaders. La directrice de l'orphelinat remercie les donateurs qui, selon elle, œuvrent pour apporter à ces enfants l'affection qu'ils n'ont pas pu avoir de leurs parents, aussi l'éducation dont tout le monde a besoin pour affronter la vie. C'est pas votre première fois. Chaque 2 ans, vous êtes là pour venir réjouir le cœur de ces orphelins. J'ai eu toujours à le dire qu'il n'est pas donné à tout le monde de donner, de faire un geste charitable. Merci, c'est un petit mot, mais c'est aussi un grand mot. Bernadette, merci. Pour Akoy Guilavogui, représentant du ministère de l'Action sociale, une telle mobilisation est l'une des choses recherchées auprès des partenaires autour de la cause des enfants. Nous, ça nous soulage parce qu'on a besoin d'accompagnement. Voyez-vous que le travail est vaste en ce qui concerne la protection de l'enfant. C'est justement satisfaire les besoins des enfants globalement, mais aussi satisfaire les besoins des enfants de façon spécifique, notamment ceux qui sont porteurs de handicap aujourd'hui. Donc lorsque nous avons une structure qui accompagne l'État dans ce domaine, nous pensons que c'est un soulagement. Cela fait plusieurs années que l'ONG du but Project fait de l'assistance aux enfants vulnérables de Guinée, plus particulièrement à ceux du centre de réhabilitation des enfants handicapés Regina Marius. Bernadette Silla, présidente de l'ONG, invite d'autres à emboîter ses pas. Cérémonie de lecture du Saint-Coran ce vendredi à Fria par le collectif des femmes de la localité. Ils étaient nombreux, les fidèles religieux de la Guinée, à prendre part à cette cérémonie de prière pour la paix et la cohésion sociale. Mohamed Valek Touré, Tierno Saïdouba. L'initiative est du collectif des femmes de Fria en vue d'œuvrer pour la paix en Guinée en ce mois saint de Ramadan. Ce vendredi, le collectif a procédé à la lecture du Saint-Coran dans la ville de Fria et remercié le chef de l'État pour la réhabilitation de l'usine d'alumine. On est vraiment satisfait parce que Fria en avait besoin. Après les 6 ans de crise, vraiment, il y a eu beaucoup de ruptures, beaucoup de crises, beaucoup de séparations. Donc, avec cette lecture et cette rencontre, vraiment, on est content à plus d'un titre. Prenant part à cette rencontre, les autorités de la ville de Fria ont salué l'initiatrice de l'événement, Mme Kamara Kadietou, tout en invitant les participants à promouvoir le dialogue et œuvrer pour la paix et l'unité nationale. Je voudrais féliciter les sages, les responsables de Fria
pour avoir bien accueillir et encadrer les activités. Si on parle de développement, vraiment, il faut que la femme se supporte même. Il faut l'autonomisation de la femme pour pouvoir scolariser ses enfants, surtout les jeunes filles, pour pouvoir faire ce qu'elle veut, pour pouvoir se traiter quand elle est malade. La paix est gage de tout développement. Le collectif, après des heures de lecture, ont prêché pour l'unité entre les Guinéens et imploré la grâce de Dieu pour une Guinée équitable. L'initiative est à sa première phase, mais le collectif promet de la pérenniser. Parlons à présent sport dans ce 22h. Depuis la 23e journée du championnat Ligue 1 Pro de Guinée, le Orea AC est sacré champion de Guinée au compte de la saison sportive 2017-2018. À l'issue de la 25e journée, le Afia est officiellement dauphin du Orea et l'Atlético de Coléa est relégué en Ligue 2. Certains clubs peuvent se maintenir ou se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Lors de la dernière journée, reportage Moussa Kamposouma, Mohamed Bangoura. La 26e et dernière journée commence ce mardi pour prendre fin le 7 juin prochain. Le Milo Football Club de Cancan va tenter de se maintenir en s'imposant face à l'Atlético de Coléa et en espérant une défaite du satellite face à l'AS Kaloum. Le Milo n'a pas droit à l'erreur. Les joueurs en sont bien conscients. La concentration de l'équipe, l'équipe est très bien préparée, très bien concentrée. On a un état d'esprit vraiment appréciable depuis un certain moment grâce au travail du coach. Depuis qu'il est venu, il ne cesse de ménager aucun effort pour le maintien de cette équipe en Ligue 1 cette année. Franchement, quand même, on a un très bon état d'esprit. Le Wakria Sédéboké, qui a perdu sa deuxième place suite à sa lourde défaite à 4-1 face à l'AS Kaloum, se frottera à son voisin direct, le club industriel de Kamsar, lors de cette dernière journée pour espérer terminer dans le top 3. Chaque fois, le CIK contre le Wakria, c'est toujours un grand derby. Nous sommes tous conscients des difficultés que traverse le CIK. Mais vous savez, c'est le football. Donc, moi, je suis responsable, j'ai créé un minimum de conditions au staff et je demande des résultats. Donc on viendra jouer demain comme il faut. Le reste, c'est le résultat qui... En phase aller, toutes les équipes étaient au top là, mais on a fait match nul là. Donc pour moi, on ne sait jamais ce qui va se passer demain, quoi. À la question de savoir si le Wakria jouera ses matchs à Conakry la saison prochaine, son président est catégorique. Je peux seulement vous rassurer que nous, on ne viendra pas jouer ici la saison prochaine. On jouera nos matchs dans la région. Parce qu'on ne viendra pas accompagner les équipes ici quand on ira jouer à Bouké. Et je peux vous rassurer quand même que le Wakria, si ce n'est pas à Bouké, on laissera les gens continuer. Mais nous, c'est à Bouké, on va... Cette saison, comparativement aux années précédentes, n'a pas connu un vrai engouement autour du championnat Ligue Pro. Voilà ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine et internationale. Le président ghanéen leur avait demandé de changer leur mentalité, d'arrêter de croire que l'Europe était un Eldorado, mais malgré ces remontrances et une croissance économique florissante au Ghana, les candidats au départ ne se démotivent pas. Suivez. Cette année, le Ghana devrait connaître un taux de croissance de plus de 8%, l'un des plus élevés au monde. Mais malgré ce chiffre flatteur, de nombreux Ghanéens sont prêts à tout abandonner pour tenter leur chance en Afrique du Nord, rêvant de rejoindre l'Europe dans l'espoir de trouver du travail. Ici, à Sunyani, dans le centre du pays, un centre d'information a été mis en place pour dissuader les candidats à l'exil. Nous avons recours à des documentaires, des images de ce qui s'est passé là-bas. Nous utilisons ces documents pour les sensibiliser et leur dire que ce n'est pas facile en Libye et encore moins d'aller en Europe. Rien n'est facile là-bas, comme ils le pensent. L'échec de nombreux migrants à traverser le désert pour rejoindre la Libye ne décourage pas les nouveaux aspirants. Ernest est mécanicien, il a passé 20 ans en Libye, il est prêt à y retourner. Me dire que c'est dangereux, mais au Ghana, c'est tout aussi dangereux parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi rester ici? J'ai des enfants, ma mère et ma famille. Je sais qu'il y a un danger, mais si je n'y vais pas, où vais-je trouver de l'argent et du travail?
Albert est diplômé depuis 5 ans, mais il n'a pas réussi à décrocher un emploi stable. Son père et son frère sont déjà partis en Libye. Il économise pour les rejoindre. Si vous savez que vous venez d'un milieu pauvre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller en Europe pour changer de famille et de vie, à condition seulement de ne pas se faire tuer ou de se noyer en mer. Le Ghana a récemment lancé un vaste programme visant à offrir 100 000 emplois à la jeunesse. Comme beaucoup de ses amis, Bismarck a déjà postulé. C'est un programme pour les diplômés et le salaire maximum que vous pouvez gagner est de 130 €. Je pense que c'est la meilleure approche pour soutenir les chômeurs au Ghana pendant un certain temps. Le président ghanéen a déclaré vouloir prouver au monde que le Ghana et l'Afrique peuvent se développer sans aide extérieure. Il devra avant tout convaincre ses concitoyens de croire en l'avenir de leur pays. Marine Le Pen annonce qu'une très large majorité de votants au sein de son parti, le Front National, se sont prononcés pour renommer ce dernier Rassemblement National. On écoute à propos la présidente Marine Le Pen. Ce nom s'impose de toute évidence. Il s'impose tellement qu'il s'est largement imposé dans le cœur et dans l'esprit des adhérents, puisque près de 53% de nos adhérents ont participé à ce scrutin, et qu'à la question « Voulez-vous que le Front National prenne le nom de Rassemblement National ?», la réponse a été « oui » à 80,81%. Un an après l'annonce par Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et quelques mois après l'ouragan Irma, le changement climatique est une réalité quotidienne en Floride. Reportage. Il y a 9 mois, l'ouragan Irma balayait l'archipel des Keys en Floride. Dans ce quartier, près de 3000 maisons ont été sérieusement endommagées. Depuis, seules quelques familles ont pu reconstruire. Mon épouse venait d'hériter d'une maison, un mobil-home qui appartenait à sa mère, ici, et il a été complètement détruit. Notre voisin est parti, il ne reste plus que 3 maisons habitables sur ce pâté de maisons. Toutes les autres ont été complètement détruites. Bâtir une nouvelle maison s'avère souvent trop cher pour les habitants. Leurs besoins, des projets d'habitation pas chers, capables de résister aux ouragans. Les gens n'ont pas les moyens d'habiter ici et c'est toute l'économie qui est en jeu. Les serveurs dans les restaurants, les managers, l'ensemble de l'économie du tourisme qui fait vivre la population locale. Les côtes surpeuplées de Floride sont parmi les plus vulnérables du pays. Montée des eaux, inondations et ondes de tempête, autant de menaces grandissantes pour les millions de maisons construites sur le littoral. On prévoit une accélération de la fréquence et de l'intensité des tempêtes violentes à cause du changement climatique. Les prévisions pour cette saison-ci sont déjà de 10 à 16 tempêtes ou ouragans et probablement 1 à 4 tempêtes violentes. Pour ceux qui travaillent sur le terrain, la pression monte. On est encore plus vulnérable maintenant parce qu'il y a des gens qui habitent toujours dans les camping-cars ou des caravanes en attendant que leur maison soit réparée. Il y a encore des toits endommagés par Irma. On prend tout ça très au sérieux maintenant qu'on entre dans la saison des ouragans de 2018 et on compte réagir beaucoup plus rapidement et à beaucoup plus grande échelle que d'habitude. Il y a un an, Donald Trump a annoncé son retrait de l'accord de Paris sur le climat. Pour les habitants de Floride, cette décision ne fait que renforcer l'incertitude quant à l'avenir de la vie sur la côte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.